On a parlé de Fukushima. Avant cela, il y a un peu plus d'un an, au mois d'avril 2010, vous vous en souvenez sans doute, une plateforme pétrolière du groupe BP explosée dans le golfe du Mexique. C'est sans doute, et c'est toujours la plus importante marée noire qu'ait connue les États-Unis et qui a évidemment marqué les esprits là-bas et dans le monde. Il y a quelques mois, 11 mars 2011, la centrale nucléaire de Fukushima au Japon, touchée par un tsunami lui-même provoqué par le séisme le plus brutal, le plus violent qu'ait connu le Japon. Accident nucléaire majeur 25 ans après Tchernobyl. Les deux événements ne sont pas tout à fait comparables, mais notamment parce que la quasi-totalité des victimes au Japon viennent essentiellement du tsunami, mais il reste énormément de questions. Pour l'instant, on n'a pas encore véritablement de réponse, mais sur les effets radioactifs de cet événement pour l'homme et évidemment pour l'environnement, la région directe de Fukushima et peut-être au-delà. Donc tout ça est évidemment très important. Dernier fait d'actualité, dans la foulée de Fukushima, mai 2011, l'Allemagne, puis la Suisse décident de sortir du nucléaire. L'Allemagne au plus tard fin 2022, le dernier réacteur allemand sera normalement débranché. Tout cela, évidemment, serait presque trop simple, si on peut dire, s'il ne s'ajoutait à tout cela les problèmes de réchauffement climatique, les problèmes de ressources et d'épuisement de ces ressources, la perte de biodiversité. Bref, la Terre souffre, et c'est souvent à cause de nous, et souvent parce qu'on ne lui laisse pas le temps de se remettre. On parle d'écologie, mais au fond, de quoi parle-t-on vraiment? Je vais me tourner vers vous, Sophia Magnoni, donc pour Greenpeace. J'ai envie de vous demander sur quel enjeu spécifique votre prise de conscience a démarré? Ma prise de conscience à moi, elle a commencé en me disant tout simplement la façon dont on consomme, la façon dont on est organisé, elle est absurde. Elle est absurde, elle n'est pas viable, elle n'est pas durable, et je suis convaincue qu'on pourrait faire différemment. Donc en réalité, c'était tout simplement une réflexion d'étudiantes, de jeunes personnes qui rentraient dans la vie active et qui se disaient on est organisé de façon imbécile. Alors on est très loin de ce que les gens imaginent, je pense, quand on parle d'écologie. Et même si on voit bien le lien, mais... Je vais vous donner peut-être quelques exemples. Pour les gens qui connaissent un peu toutes les recherches sur le biomimétisme, tous ces gens qui travaillent sur comment est-ce que les animaux s'organisent pour comparer avec comment est-ce que les êtres humains s'organisent, se rendent compte que l'être humain est en réalité le seul être vivant qui ne vit pas en harmonie et en équilibre avec l'environnement dans lequel il évolue. On consomme plus de ressources que ce dont on a besoin et on émet plus de déchets que ce que notre environnement peut gérer et absorber. Donc on perturbe complètement cet équilibre, et cet équilibre qui est global. Alors je ne sais pas si là vous voyez un peu plus le lien, mais quand on parle de mer, quand on parle de disparition des ressources halieutiques, quand on parle de disparition de la forêt, etc., il ne s'agit pas juste de parler de nature. En réalité, il s'agit de parler de la survie de l'espèce humaine. Et en fait, on a tellement intellectualisé notre organisation sociale qu'on a oublié notre instinct de survie. On ne pense plus à la pérennité de notre espèce, on ne pense plus à à quoi ressemblera l'espèce humaine dans 1000 ans, dans 2000 ans. Et c'est quelque chose qui est très ancré dans les sociétés animales, bizarrement, et que l'homme a perdu. J'étais il y a 30 ans au Sénégal. Il y avait, à l'époque, je faisais des statistiques de pêche, et on pêchait à l'époque 10 000 tonnes de mérou. J'y suis retourné il y a 2 ans, on en pêche quelques tonnes, 10 000, quelques tonnes. Alors ça, c'est une petite anecdote qui illustre, bien sûr, l'état de la planète. C'est-à-dire que depuis ces 50 dernières années, on a fait des razzias systématiques. C'était sur le mode des razzias. Ce n'est pas une exploitation durable, c'est sur le mode des razzias. Donc aujourd'hui, en Méditerranée, 80% des stocks sont surexploités. C'est-à-dire qu'on a fait un petit peu... Vous savez, le système à la Madoff, on a pris les intérêts, mais au passage, on a pris le capital. Et on a de plus en plus rogné dans le capital. Donc, des scientifiques donc depuis une cinquantaine d'années, on a essayé on a vu ce système se dégrader, cette surexploitation chronique des ressources marines se dégrader. Alors il y a des scientifiques qui, il y a 2 ans, se sont dit, si on continue comme ça, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, ça a été publié dans le plus grand journal scientifique mondial, c'est Nature. Ils ont continué simplement les tendances lourdes que l'on observe, qui sont quantifiées. Eh bien, on pourra fermer à peu près toutes les pêcheries d'ici une 40aine d'années. Alors bien sûr, ce n'est pas le monde qu'on voudrait voir. Alors il va falloir qu'on fasse quelque chose. Bien, oui, excusez-moi. Voilà, donc les pêcheries vont mal écologiquement, mais aussi économiquement.
le poisson que vous achetez, en réalité, vous le payez 2 fois. Vous le payez à la caisse de votre poissonnier et vous le payez aussi par les subventions, parce que c'est un des secteurs d'activité, c'est le secteur le plus subventionné, 100%. Donc, comme disait le commissaire européen des pêches, vous payez 2 fois votre poisson. Donc, c'est un système qui est maintenu, vous voyez, de façon artificielle, écologiquement, économiquement. Donc, il va falloir changer, parce qu'il n'a aucun avenir aucune façon, et on le voit bien d'ailleurs en Europe ou en France, le nombre de pêcheurs dégringole au fur et à mesure que les ressources dégringolent. Donc on a vu, en 25 ans, c'est passé de 30 000 à 10 000 pêcheurs. Voilà, donc c'est pas ça qu'on voudrait voir dans le futur. On voudrait voir autre chose que des bateaux de tourisme. On voudrait aussi voir une activité de pêche dans les ports. Je pense qu'il y a toute une série de risques qu'on voit monter. Parfois, on essaye de faire des arbitrages entre les uns et les autres, lequel est le plus imminent, lequel est le plus dangereux. Très concrètement, on sait que le risque climatique, il est fort. Pourquoi est-ce que tout le monde en parle et pourquoi est-ce qu'il est devenu prédominant dans le discours? C'est parce qu'en réalité, il touche un très grand nombre de secteurs. Il touche l'alimentation avec les sécheresses, avec la désertification. Il touche la forêt, il touche à énormément de sujets. Il touche à la montée des eaux, à la qualité des eaux. Donc c'est un enjeu qui est très important, mais c'est loin d'être le seul. Si on parle des enjeux liés à la toxicité qui sont très liés en fait à l'industrialisation. On voit qu'en Chine, par exemple, l'état des rivières et l'état de l'eau en Chine est catastrophique. Les gouvernements chinois eux-mêmes le disent, ils sont dans une situation qui est dramatique. 70% des rivières en Chine sont polluées. Donc je dirais il faut faire attention de ne pas essayer de prioriser entre les enjeux. Le changement climatique est un enjeu très important qui touchera très fortement les pays les plus pauvres, mais la toxicité et là-dedans le risque nucléaire rentre dans cet aspect toxicité et risque industriel, est majeur, et je dirais qu'il est d'autant plus majeur que les pays émergents, les pays en voie de développement s'industrialisent. Or, je ne sais pas, on peut comparer avec l'industrie du tabac et de l'amiante, ces industries qu'on a un peu bannies ou diabolisées dans nos sociétés occidentales, puis qui sont parties dans les sociétés émergentes. Et ben, on voit la même chose avec l'industrialisation. Typiquement, le nucléaire, c'est plus vraiment un marché pour nos sociétés occidentales, et donc ils partent dans les pays émergents. Et là où il faut faire attention, c'est qu'on tire les règles vers le bas, on tire la sûreté vers le bas, on tire les prix vers le bas, on tire tout vers le bas, mais à un moment, notre planète, elle ne peut plus supporter tout ça. Donc je dirais que climat et risque industriel sont deux gros enjeux assez majeurs pour la survie. Je voulais réagir et apporter mon petit point de vue d'armateur sur le constat que mes éminents collègues ont pu faire. Dans le domaine du transport et dans le domaine du tourisme, on constate quelque chose qui effectivement va dans le sens des risques que vous avez évoqués, c'est-à-dire que les gens se déplacent de plus en plus, les marchandises se déplacent de plus en plus, se déplacent de plus en plus loin pour aller de l'endroit de production à l'endroit de consommation. Nous, en tant que transporteurs de passagers vers des endroits de tourisme, on constate un appétit nouveau vers, effectivement, on a presque envie de dire le tourisme maritime. Ça, c'est, on va dire, le risque. Le risque, c'est qu'effectivement, cette surconsommation de mer nous entraîne dans un phénomène qui pourrait être celui de la pêche. La bonne nouvelle, c'est qu'on transporte beaucoup de gens et on s'aperçoit que la conscience écologique ou écologiste est en train de se développer. C'est-à-dire que les gens sont de plus en plus sensibles aux messages qu'on a l'occasion de leur faire passer sur la mer nous fait vivre, protégeons-la, ou la mer c'est vos vacances, protégez-la. Ça c'est un facteur à mon avis d'espoir sur lequel il faut qu'on arrive tous les uns et les autres à travailler et peut-être à accélérer. En ce qui nous concerne, nous on est un armateur qui transporte des passagers, qui transporte du fret. Notre première implication, notre première action, c'est d'obéir. Et on obéit, on va dire, avec détermination, sachant qu'on sait que d'autres n'obéissent pas. On a des règlements sur le transport maritime en France et en Méditerranée qui sont très exigeants, qui sont portés par des instituts, notamment les instituts français, qui sont très exigeants. Et donc, la moindre des choses, c'est de commencer par obéir. Ensuite, on a la liberté ou pas d'aller plus loin, d'être proactif. Nous, on a choisi d'être proactifs parce qu'on bat pavillon français, on dessert des zones qui sont fragiles,
On traverse des espèces qui sont en voie de disparition, comme les cétacés, comme les requins, etc. Donc on a cette conscience-là en nous, et donc on choisit d'aller un peu plus loin. Donc je ne vais pas faire la retape, mais on s'évertue à ne rien rejeter en mer. Vous savez qu'au-delà de 5000 nautiques, on a la possibilité, pas de dégazer, le dégazage est interdit partout, mais en revanche de jeter un certain nombre de déchets banals, etc. Nous, à bord de nos bateaux, on a 16 filières de traitement des déchets, que ce soit des déchets liquides comme les eaux grises ou les eaux noires, ou que ce soit des déchets solides, de manière à ce qu'on ramène tous les déchets à terre, et qu'à terre, ils sont passés à des sociétés spécialisées. Qui peut remettre les États sur le chemin plus rigoureux d'un point de vue de tout ce qui est écologique? Puisque nous, en tant qu'experts éclairés, on a bien fait le constat, sauf que pour qu'il y ait des choses qui bougent de manière efficace et réelle, il faut qu'il y ait une réelle prise de conscience qui se fasse au-dessus. Donc, qui sera l'agence de notation en AAA et compagnie de l'environnement? Ce sera le gendarme. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Monsieur Badevant. Je trouve que c'est une très bonne question. Vous savez qu'il y a eu une conférence de Kyoto qui a commencé c'est Kyoto ou Rio de Janeiro? C'est Kyoto d'abord. D'abord Rio. Hein? C'est d'abord Rio et puis Rio Kyoto 90. et Kyoto. On va être à la 20e la prochaine fois sur ces problèmes, sur le climat, etc. Il y a eu beaucoup de constatations très importantes, intéressantes faites, mais on se heurte au refus et à l'obstruction des États-Unis et de la Chine. Ça, c'est presque une parenthèse, car en réalité, je suis convaincu qu'il faut mettre sur pied une politique européenne sur la pollution et sur l'énergie, une politique énergétique européenne, sur les technologies, sur les déchets. Vous avez tout à fait raison, et que l'Europe est très polluée parce qu'elle a été très active. Et là, au moins, on a un cadre un peu plus raisonnable que le monde entier et faire une espèce de politique comme vous voudriez, enfin, vous l'avez évoqué, de politique de régulation au niveau mondial, ce qui serait très très bien, mais c'est un peu utopique pour le moment. On voit que augmentation du niveau de la mer 3 mm, ça paraît petit mais c'est énorme. Enfin, sur quelle période? C'est une tendance, c'est des tendances lourdes. Par an? L'acidification est globale des océans, plus des températures qui augmentent. Alors ça, les projections faites et publiées montrent que, bien sûr, la zone tropicale va beaucoup souffrir, et par exemple, tous les coraux qui sont dans la zone tropicale sont amenés à disparaître. Donc d'ici 50 ans, il n'y aura plus de coraux parce qu'il y a une espèce de cocktail explosif entre l'acidification et l'augmentation des températures. Alors voilà un exemple. Sur les stocks de poissons, ça a été quantifié. Vous savez, et d'ailleurs on l'observe dans toutes les données. On voit le grand déménagement mondial de toutes les ressources marines, il a démarré. Et on le voit, ça a été quantifié là aussi, c'est 40 km par décennie. Donc on voit les ressources qui quittent les tropiques et qui montent vers l'Arctique. Alors il va y avoir des gagnants. À cause de cette hausse des températures. Bien sûr, à cause de cette hausse des températures. Et on le voit, on le quantifie, on voit les stocks qui se déplacent, les espèces invasives en Méditerranée, et on voit que l'Arctique va être gagnant, les tropiques vont être perdants, mais c'est pas un jeu à gain nul, c'est un jeu à gain perdant. Et ça se quantifie. Donc, les chercheurs font des tas de modèles de prédiction à 30 ou 50 ans avec les meilleurs outils qu'ils ont. Bien sûr, il y aura de l'adaptation de ces populations-là, mais pour l'instant, ces modèles de prévision sont confortés par les données qu'on observe. J'étais la semaine dernière avec le directeur d'une CAR qui s'occupe donc du changement climatique aux États-Unis. Il nous a montré une courbe absolument ahurissante, parce que vous savez, scientifiques, on va avec des conférences, et à chaque fois, on est de plus en plus surpris d'année en année, de voir que tous les records sont battus. Alors c'était une série qui était prise à 2500 mètres de profondeur dans le Pacifique. Et qu'est-ce qu'on voyait? Depuis 80 ans, c'est d'une stabilité biblique. Sauf les 10 dernières années où ça a augmenté. Et il disait, c'est incroyable, à 2500 mètres, la température a augmenté de 5 dixièmes. Ça vous paraît très peu. Et quand on regarde dans le golfe de Gascogne, ça a augmenté de 1 degré à 300 mètres de profondeur. C'est des bouleversements absolument incroyables. Et bien sûr, ce ne sont pas des anecdotes, ce sont des choses qu'on voit absolument dans toutes les mesures
qui sont faites à travers le monde par des milliers de chercheurs.